Jacques Attali, bonsoir, vous êtes écrivain, essayiste, ancien conseiller de François Mitterrand. Alors cette crise, vous ne l'avez pas prédite, mais vous l'aviez au moins envisagée dans La crise et après, un ouvrage que vous avez écrit en 2009, dans lequel vous consacrez quelques lignes à une éventuelle pandémie incontrôlable. Alors des pandémies beaucoup plus sévères que le H1N1, c'est en tout cas ce que vous écrivez. Personne ne peut savoir quand ce cauchemar va se terminer, mais aujourd'hui on s'interroge, qu'est-ce qu'il y aura après ce corona? Quel scénario imaginer, Jacques Attali? Avant de parler de ce qu'il faut imaginer, il faut parler de ce qu'il faut faire pour en sortir. Et pour ma part, j'ai dit à plusieurs reprises déjà que ce qu'il faut imaginer, c'est de basculer vers une économie de la vie, c'est-à-dire une économie qui recherche à développer les secteurs qui sont les plus importants pour la vie, la santé, l'alimentation, l'éducation, le digital, la distribution, enfin tous les secteurs dont on voit aujourd'hui, l'agriculture bien sûr, tous les secteurs dont on voit aujourd'hui qu'ils sont peu pris en considération, qui représentent à peu près 50 à 60% de la richesse dans chaque pays, mais qui devraient représenter 80%. Mais avant d'arriver à cette transition, il y a quelque chose de fondamental que je voudrais signaler, c'est que nous consacrons aujourd'hui énormément de moyens pour soutenir l'économie. Très bien. Dans une crise qui est une crise voulue par les hommes. Ce n'est pas le système financier qui s'est tout seul mis en crise, c'est les hommes qui ont décidé, pour la première fois dans leur histoire, que la vie humaine avait tellement de valeur qu'il valait mieux arrêter l'économie que de risquer des vies. C'est pour moi une très bonne nouvelle. La vie vaut plus cher que les profits et les richesses. Oui. Sauf s'il y a un engrenage qui se fait. Oui, parce que vous avez raison. Oui, aujourd'hui, on sait qu'il y a de nombreux plans d'investissement qui vont mourir. Et justement, Sophie de Metz nous demande... Attendez, j'ai pas terminé ma réponse. Oui, non, parce que vous savez que c'est des questions-réponses et les téléspectateurs sont... Je ne savais pas que c'était des questions-réponses. Ils sont très enthousiastes. Vous m'avez posé une question, laissez-moi la gentillesse. Je vous en prie. Pour moi, l'économie a perdu beaucoup de valeur, mais on est prêt à consacrer des centaines de milliards pour arroser, mais trop peu d'argent pour ce qui est l'essentiel aujourd'hui. Non pas toute l'économie de la vie dont je viens de parler, mais les vaccins et les médicaments. Je ne comprends pas pourquoi, peut-être est-ce dû à une sidération par le début de cette crise, on n'a pas tout de suite, soit à l'échelle d'un pays, soit à l'échelle mondiale, dit il faut maintenant que des milliers d'équipes se réunissent pour avoir les moyens illimités pour faire de la recherche sur les vaccins et les médicaments. Il y a des équipes qui le font, mais les équipes qui pourraient distribuer ces vaccins, qui sont des équipes autour de l'OMS, du Covid et de tas d'autres organisations, n'ont pas encore la certitude d'avoir les financements. Alors qu'on est en train d'arroser les banques, les compagnies aériennes et toute une série d'entreprises parfaitement respectables, mais à mon avis moins prioritaires que la recherche sur le vaccin et sur les médicaments. Alors justement, pour répondre à cette question de Sophie de Metz, elle dit « Les épargnants vont-ils perdre leur argent ?» Je ne suis pas un conseiller financier, je ne vais pas donner mon avis sur ce sujet. Il est clair qu'à un certain moment, cette crise devra être payée. Elle sera payée, je l'espère, de la façon la plus juste possible par les plus riches. Soit par lorsque les plus riches devront prêter de l'argent à la collectivité en achetant des bons du Trésor ou des bons publics pour pouvoir financer ce dont je viens de parler, soit parce qu'on leur demandera un impôt, soit dans la situation la plus inégalitaire, par l'inflation qui pénalisera les plus pauvres. Oui. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme régime? Est-ce qu'un régime très autoritaire, finalement, c'est envisageable grâce à la nouvelle technologie, qui est d'ailleurs très intégrée déjà dans la société? Est-ce que c'est possible, un régime d'hypersurveillance? Ça pourrait être ça, la sortie de crise, Jacques Attali? Ça fait très longtemps que je dis que nous allons, ça fait plus de 30 ans que je dis que nous allons aller vers une société d'hypersurveillance et d'autosurveillance, avec ces deux mots, hypersurveillance et autosurveillance. On est hyper surveillé par les autres et on s'auto-surveille soi-même. Mais l'hypersurveillance et l'autosurveillance, qui sont des évidences, encore une fois, qu'on pouvait prévoir il y a 30 ans, n'ont rien à voir avec la dictature. Pas la dictature. On peut avoir une hypersurveillance et une autosurveillance au service de la dictature, qui ferait peur et qui nous forcerait à vous surveiller ou à être surveillé. On peut avoir aussi une hypersurveillance et une autosurveillance responsable, où chacun le fait dans une dimension de ce que j'appelle devenir soi, de prise en compte de soi-même, de respect de soi et d'altruisme. Et donc les technologies
ne disent pas quel modèle politique elles vont employer. On a vu que les technologies antérieures ont accompagner des régimes dictatoriaux comme des régimes démocratiques. Parce que justement, l'autre scénario, vous en parlez, il est positif cette fois, c'est créer des conditions pour que le pire n'arrive plus jamais à nos générations futures, une société responsable, comme vous venez de dire. Vous avez toujours été très choqué d'entendre en bonne nouvelle les dépenses d'automobile augmentent, en mauvaise, les dépenses de santé augmentent. Il faudrait imaginer une société complètement différente, Jacques Attali. Ça fait très longtemps que je dis en effet que c'est un faux raisonnement économique de dire ça, parce que en réalité, quand les dépenses de santé augmentent parce que l'espérance de vie augmente ou parce que la qualité de la vie augmente, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, la santé est un secteur de croissance, non seulement par les services, c'est-à-dire les personnels, mais aussi par l'industrie qui est derrière, pas seulement les médicaments, mais une énorme industrie qui est liée au secteur médical et plus généralement au secteur de la vie que j'ai nommé tout à l'heure. Donc c'est une mutation. Est-ce qu'elle aura lieu ou est-ce qu'on va fermer cette parenthèse et revenir aux errements antérieurs? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'avenir, les sociétés qui l'emporteront demain, les sociétés qui triompheront de cette menace, pas de toutes les autres, car il y en aura d'autres. Un jour, on nous dira un météorite lourd vient vers nous, ce sera une autre menace et il faudra l'adresser autrement. Et c'est le début de la prise de conscience de ce que j'appelle l'économie positive, c'est-à-dire qu'on a intérêt à se préparer aux dangers les plus lointains pour non seulement préparer les générations futures, mais nous-mêmes. Une économie positive au service de la vie, ça devrait être ce qui résulte de cette crise. Est-ce que ça aura lieu? Je ne sais pas. Ça aura lieu dans les pays qui auront le plus de capacité à analyser cette crise en profondeur et ne pas simplement chercher à sauver les meubles. Alors, autre question de Fabien de Nice qui nous demande une question pour vous, Jacques Attali. Faut-il que l'État augmente ses dépenses si, dans le domaine de la santé et de la technologie, justement dans ces deux domaines, pour éviter que le pays ne vive une telle crise? Oui, bien sûr, il faut augmenter toutes les dépenses, non seulement de l'État, mais des entreprises et des dépenses personnelles. Vous-même, vous avez de l'épargne, demandez-vous ce qu'on fait de votre épargne, est-ce qu'on l'investit dans ces secteurs? Vous-même, vous avez une activité économique, vous êtes employé quelque part ou employeur, demandez-vous si vous êtes dans les bons secteurs. Et c'est toute la société qui doit se mobiliser, pas seulement l'État. Bien sûr, l'État doit consacrer plus de ressources à ça. En plus, le moment n'est pas catastrophique aujourd'hui pour les taux d'intérêt. Donc l'État comme les particuliers peuvent s'endetter à taux fixe surtout d'une façon prudente mais pas trop dangereuse. Donc c'est le moment d'investir, non pas de financer à crédit les dépenses courantes, mais d'investir dans ce secteur, tant pour l'État que pour les entreprises, les collectivités territoriales et les personnes privées. Alors l'éducation, l'intelligence artificielle, les secteurs sur lesquels il faut miser, alors il est là finalement l'énorme champ de développement économique. C'est une véritable réorientation, Jacques Attali. Nous avons aujourd'hui à peu près 60% de notre PIB, pour employer un mot technique que tout le monde connaît, qui est consacré à ces secteurs que je nommais, que je renomme: santé, hygiène, alimentation, éducation, eau, énergie propre, recherche, digital, sécurité, information, culture, démocratie. Ces 7 secteurs qui forment le cœur de ce que j'appelle l'économie de la vie représentent déjà presque les 2/3 de la production de chaque pays. Il faut aller beaucoup plus vers ces secteurs, et donc beaucoup moins dans d'autres. Alors Tom de Nanterre nous demande: la France est-elle prête du point de vue technologique à répondre aux défis du futur, Jacques Attali? Ben, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous n'êtes pas spectateur? Vous habitez, je crois, en France, donc la France a tous les moyens. Elle a dans les secteurs dont je viens de nommer, elle est très puissante. Dans les secteurs de l'avenir, en particulier en matière de numérique, elle a de très 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 grandes entreprises, soit des grandes, soit des petites, qui sont extrêmement performantes. La France n'a rien à envier à personne, mais là encore, je crois que la France toute seule ne s'en tirera pas. Ça doit être un projet commun à tous les pays d'Europe. Ils doivent se partager les problèmes et mettre les solutions ensemble. Alors, comment faire pour y parvenir? On parle beaucoup d'économie de guerre, mais ce mot effraie. Non, et l'économie de guerre, ça ne veut pas dire une médecine de guerre, ni de faire la guerre. Ça veut dire une économie de conversion. La France n'a pas vraiment connu l'économie de guerre pendant la guerre, sauf qu'elle a été, pendant quelques années, en économie de guerre au service des Allemands, c'est-à-dire au service du régime nazi.
Donc forcément, on n'a pas trop de bons souvenirs de l'économie de guerre en France. Tandis qu'en Grande-Bretagne, on a retourné l'économie pour la mettre au service de la production d'avions, d'obus, de chars, comme on l'a fait aux États-Unis. On a un meilleur souvenir de l'économie de guerre. Nous, il faut convertir notre économie au plus vite vers les secteurs dont je parle. Alors c'est une économie de guerre au sens où c'est une économie qui va se convertir à marche forcée vers ces secteurs, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le droit social ni quoi que ce soit de ce genre. Oui, parce qu'une économie de guerre, ça ne suppose pas une relance orientée de type plan Marshall, et ça ne veut surtout pas dire remettre en cause justement les droits sociaux. Hein. Ça veut dire remettre, non pas en question les droits sociaux, sûrement pas, mais ça veut dire certainement un plan. Le plan Marshall n'est pas, comme vous savez, un plan d'économie de guerre, puisque le plan Marshall est arrivé après la guerre. C'est pendant la guerre qu'il faut recommencer la reconversion et la continuer après. Oui. Est-ce qu'on s'aperçoit avec une crise comme celle-là que l'essentiel, finalement, n'est pas toujours où on a pu le croire ? Oui, depuis les premiers jours de cette crise, j'ai dit que c'est une occasion de prendre conscience, de nous rappeler que nous sommes tous mortels, que vous, moi, tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent, nous mourrons un jour, et que donc nous avons à faire le meilleur usage de notre temps sur cette planète, que nous avons à faire en sorte que ceux que nous y laisserons après nous soient les plus heureux possibles. Et là, ça donnera à notre temps un autre sens. C'est ce que j'appelle devenir soi, profiter d'un événement comme aujourd'hui pour prendre conscience qu'on doit choisir sa vie, qu'on n'en a qu'une seule, qu'elle est courte, pour profiter de cet instant de parenthèse, qui n'est d'ailleurs une parenthèse que pour très peu de gens. Hein. Ceux qui sont confinés sont une minorité au regard de ceux à qui on doit une immense admiration et gratitude parce qu'ils travaillent pour que nous, les autres, puissent être confinés. Mm-hmm. Nous devons intérioriser tous ces changements et les commencer tout de suite. Oui, parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que les rémunérations les plus élevées ne sont pas toujours où elles devraient être. Hein. On l'a vu avec ces héros qui sont au front, nos soignants. Voilà, c'est une évidence qu'on est en train de reconnaître. Les métiers de la vie, tous ceux dont je parlais tout à l'heure, doivent être à la fois admirés et récompensé. Je vais devoir vous laisser dans une minute, si vous avez une dernière question peut-être. Oui, une dernière question. Que pensez-vous d'une action politique d'anticipation et l'utilisation du big data en matière de décision politique ? Est-ce que ça serait ça la clé ? C'est déjà le cas. Ça fait 30 ans qu'on utilise ce qu'on appelle le big data, donc il n'y a rien de nouveau. La seule question, c'est de savoir si on va l'utiliser d'une façon démocratique et d'une façon efficace. Mm-hmm. Alors, en Europe, on a mis en place un système qu'on appelle le RGPD, qui est une excellente protection démocratique, il ne faut pas en changer, et il faut l'utiliser d'une façon efficace qui nous permettra de connaître les risques, de bien mesurer qui est qui, et il y a beaucoup de techniques qui ont été développées aujourd'hui dans les pays d'Asie qu'on peut utiliser d'une façon démocratique, comme on le fait en Corée ou dans d'autres pays, et qui pourraient être très utiles. De ce point de vue, l'intelligence artificielle ou les données, ou qu'on appellera ça de 1000 façons différentes, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps, mais c'est en train de s'accélérer, sont un acteur très important qui peut être à la fois au service de dictature et de démocratie. L'altruisme a besoin des technologies autant que la dictature. Merci beaucoup Jacques Attali d'être intervenu sur i24 News.